La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. Quand on parle des gens qui répètent seulement à tue-tête les bénis, oui, oui, voici un excellent exemple alors de ça. Écoutez ce qu'il dit. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, géré uniquement par les Africains. Vous dites que l'une de vos plus grandes erreurs, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose de grand en zone franc, avec le franc CFA. Est-ce que vous redites ça aujourd'hui? Oui. Et pourquoi c'était un problème? Avec plus de force encore. Plus de force encore. Figurez-vous qu'un brevet est déposé par la France sur le franc CFA. La France est propriétaire légitime du franc CFA et bailleur, monnaie donc qu'elle se contente de louer aux pays africains. C'est violent, n'est-ce pas? La seconde chose, c'est ça. Le fait qu'on a trop souvent une mémoire trop courte. Je parle au niveau de la population. C'est-à-dire que l'on va mener des batailles acharnées, mais on ne va pas savoir pourquoi. Ou on va mener des batailles acharnées, puis on va oublier ces batailles. Après des heures de face-à-face, à 16h15, les soldats tirent dans la foule. Les autres 57 Ivoiriens ont perdu la vie et plus de 2000 ont été blessés ce jour-là. La douleur que je ressens, chaque nuit, les situations que je revis. Honneur, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes les guerriers de Tsushima. Nous sommes des samouraïs. Oh! Seigneur Adachi, allez et brisez leur volonté. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère sur les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce que les pays africains ont autant de mal à s'en sortir. C'est-à-dire qu'on va comprendre un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place, preuves à l'appui, explications à l'appui, témoignages à l'appui, qui expliquent pourquoi est-ce que les pays africains ont autant de mal à faire quoi que ce soit, ont autant de mal à faire même les bases en réalité. Les bases, je dis bien les bases. Et vous pourrez être choqué d'un certain nombre de trucs. Vous allez vous demander, où sont les gens qui osent nous donner des leçons de morale quand on se plaint? Où sont les gens qui osent nous donner des conseils quand eux-mêmes, ils n'ont rien foutu? Pour qui est-ce qu'ils se prennent pour pouvoir donner des conseils à une génération qu'ils ont complètement abandonnée parce qu'eux-mêmes, ils ont été vendus? C'est un ensemble de vidéos comme ça venant de mes archives que j'ai classées et que l'on va voir. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Syrien, un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, a étudié à Yaoundé ici. Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Est-ce que quand Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans? Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager. Point. Est-ce qu'il a tort? Tous les grands gens qui disent oui, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai étudié à Nanani, Nanana, ils viennent en Afrique, ils foutent quoi? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils peuvent vous parler de science jusqu'à vous écouter? Tout ce qu'ils ont à brandir, c'est leur diplôme. Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se présentent avec leur diplôme. La plupart de ces gars-là, dès qu'ils arrivent, bonjour, je suis docteur tel. Jusqu'à tu dis monsieur, docteur, attention, docteur. Des cancres à toutes les échelles, incapables de penser, incapables de s'adapter, incapables de s'améliorer, incapables même de simplement utiliser leur cerveau.
Tout ce que ces gars savent faire, c'est répéter mécaniquement tout ce qu'on leur a enseigné. Et en même temps, on ne les a jamais formés pour diriger. On les a formés pour pouvoir être des supplétifs en Afrique. C'est pour ça qu'ils se contentent de répéter à tue-tête tout ce qu'on leur demande de dire. Et Ibrahim Traoré l'avait même dénoncé dans une vidéo. Il expliquait que ceux qui partent se former en France, quand ils reviennent, ils ne travaillent pas pour le pays, pour leur pays d'origine, de naissance. Ils travaillent tout simplement pour la France. Jusqu'à quand un de ces gars meurt en France, il lève le drapeau disant « mort pour la France ». Parce que tous sont des espions. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. La France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Ils ne le forment pas pour servir son pays, ils le forment pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est pour ça que très souvent, lorsque quelqu'un se présente avec son diplôme, je me mets une fois à rire. Ou se présente avec son pédigré académique. J'ai fréquenté là-bas, là-bas, là-bas. C'était que l'école, frère. T'as fait quoi de concret? L'école, c'est pas la vie, c'est que l'école. Tu apprends et ensuite, tu dois faire quelque chose. J'ai un profond mépris pour des gens comme ça. Et ils n'imaginent même pas. Je discutais même récemment avec un papa qui systématiquement se présentait ainsi. Vu qu'on devait travailler ensemble sur un projet, on est en train de travailler et c'était quelqu'un qui critique beaucoup, il critique beaucoup tout le temps. Extrêmement mal poli le monsieur en question. Quand on finit de travailler fatigué, mal payé, quand je dis mal payé, sous-payé à un niveau, nous sommes en train de rentrer, je suis en train de réfléchir que vraiment c'est la dernière fois que je viens ici. Après, il sort une phrase, vous savez, la session de travail qu'on a vécue aujourd'hui, c'est une formation. C'est une formation. Parce que nous, les premiers de la classe, avons un devoir envers vous, les cancres. Nous avons le devoir de vous enseigner, de vous montrer. Il a dit, hé papa, j'ai dit ça dans ma tête. Hein. Ok, c'est même parfait, comme tu es premier de la classe et que la vie est si difficile pour toi. Oui, parce qu'il l'a dit. Il dit que les premiers de la classe vivent difficilement. Et justement, c'est un monsieur qui a passé sa vie en France, qui a été dans toutes les écoles là, vraiment fréquenté pour rien, incapable d'avoir simplement le bon sens en société. Même ça, ils n'ont pas. Et quand il a sorti la phrase là, qu'ils ont un devoir envers les cancres, il a dit, hey, c'est bon mon père, vas-y. En plus, c'est un patin nul. Nul à un niveau, non, c'est même stressant. C'est qu'il est nul jusqu'à il te fait paniquer. Tu réussis même à faire un travail correct, tu livres. Il ne veut pas. Et c'était le genre qui aimait micromanager. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, on modifie ici. Il est derrière toi pendant que tu travailles, il micromanage. À la fin, tu vois le résultat de ce que lui, il a fait. Tu vois ce que toi, tu avais fait de base. Tu dis vraiment, c'est la dernière fois. Après, comme je suis parti là, je ne suis plus jamais revenu. Il m'a appelé, j'ai dit, ouais, je ne suis pas disponible. Je n'ai plus jamais été disponible jusqu'à présent. Et tous ceux de notre génération, des gens de mon entourage qui ont travaillé avec ce monsieur, ont eu le même problème et ça a fini de la même manière. Le dernier en date lui a carrément dit, fiche le camp. Il s'est levé, il est parti.
Et bien évidemment, ce n'est jamais lui le problème. C'est toujours ces jeunes-là, ils n'aiment pas travailler. Des cancres à tous les niveaux. Je suis d'accord avec ce monsieur. Le franc CFA est une monnaie. Quand on parle des gens qui répètent seulement à tue-tête les bénis, oui, oui, voici un excellent exemple alors de ça. Écoutez ce qu'il dit. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, géré uniquement par les Africains. Remarquez bien d'abord la composition de l'image. Derrière lui, il y a les gardes du palais de l'Élysée, parce qu'il est en train de sortir, il est en France. Il y a le drapeau français. Et c'est en France, à la sortie d'une réunion ou à l'entame d'une réunion, peu importe si c'était avant ou après, que le gars sort les trucs comme ça. Si ça, c'est pas le téléguidage, qu'est-ce que c'est? Jusqu'il va vraiment essayer de nous faire croire. Je ne suis pas économiste. Malgré tout, je sais que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Malgré tout, je sais que le franc CFA nuit à l'économie de tous les pays africains. Là maintenant, ok, on va dire que c'est ma conviction, je n'y connais rien. Nous avons un banquier au Cameroun, Paul Fokam. Paul Fokam l'a clairement dit alors. Là, on va dire quoi? Paul Fokam a clairement fait comprendre qu'on ne peut rien faire avec le franc CFA. Je vais vous mettre l'extrait. Vous dites que l'une de vos plus grandes erreurs, c'est d'avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose de grand en zone franc avec le franc CFA. Est-ce que vous redites ça aujourd'hui? Oui. Et pourquoi? C'était un problème. Avec plus de force encore. Plus de force encore. Quel est le problème que vous pose le franc CFA, Dr Fokam? D'abord, il n'a pas les caractéristiques d'une monnaie. Premièrement, est-ce que le franc CFA est fluctuant? En dehors du franc CFA dans le monde, vous avez vu une monnaie qui n'est pas fluctuante? Non. Donc ça, c'est une exception. C'est-à-dire cette monnaie ne peut pas appartenir aux Africains. J'ai envie de dire c'est normal, c'est pas eux qui l'ont créé. Et la monnaie a pour but d'assurer le développement. Ça a pour but de faire décoller une économie, de réguler l'inflation, de dire l'inflation est haute, je vais baisser, l'inflation est basse. Voici l'exemple clair de la monnaie. D'accord? Mais De Gaulle, qui créa cette monnaie, n'a jamais dit qu'il fait avec l'Afrique la coopération. Il n'a jamais parlé du développement. Donc ce n'est pas une monnaie de développement, c'est une monnaie de coopération. De Gaulle n'a jamais promis à l'Afrique le développement. L'indépendance est assise sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le drapeau. Le deuxième pilier, c'est l'hymne. Le troisième, c'est la monnaie. Lorsque vous n'avez que 2 piliers, vous n'avez qu'une indépendance partielle. Pire, c'est le 3e facteur. Votre porte-monnaie se trouve chez celui qui vous a promis la coopération. C'est bon, non? Il n'a pas violé les accords, c'est la coopération. Donc, vous ne pouvez acheter une belle chemise que s'il veut. Je voulais donner ça exprès pour vous donner à quel point on vous contrôle. 3e facteur, ce n'est pas fluctuant. 4e facteur le plus important, c'est que ce n'est pas vous qui imprimez cette monnaie. Ce n'est pas votre banque centrale. Donc la décision d'imprimer quand votre économie en a besoin et de retirer de la circulation quand votre économie en a besoin dépend d'une autre personne qui a en même temps un droit de veto sur toute décision que vous pouvez avoir à prendre. Là, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis pas un économiste, je n'y connais rien. Je n'ai pas fait les études, je n'ai pas été à la Sorbonne. Ok. Paul Fokam, lui, il a des banques. C'est un banquier. Et il fait comprendre que sa plus grande erreur, c'était d'avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose avec le franc CFA. Et lui-même, il l'admet. On ne peut rien faire avec le franc CFA. À partir de là, vous voulez qu'on aille où? C'est lui qu'on doit écouter parce qu'il a été directeur. Parce que la question qu'on doit se poser là, c'est pour qui est-ce qu'il travaille? Un banquier a dit A, lui vient dit B. Et pas un simple banquier, non. Directeur de banque. Il a bâti des banques. Là, vous voulez qu'on dise quoi? Voici donc un exemple de ce que le monsieur disait. Des personnes qui ne servent à rien en Afrique parce qu'ils sont complètement contrôlés par des gens à l'extérieur. L'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, géré uniquement par les Africains. Jusqu'à il essaie de faire croire que le franc CFA est géré uniquement par les Africains. Ça, ce sont juste des déclarations mensongères. Il faut qu'on se l'avoue.
Que ce soit on appelle ça comment? Le rebranding qu'ils ont fait, ça dit juste changer la façade là et laisser le reste. Tout ça est complètement géré par eux, complètement contrôlé par eux. La décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs. Mais évidemment, dans aucune banque des pays africains, voilà, ça doit toujours être ailleurs. Votre argent doit toujours être hors de chez vous. Notre argent ne doit jamais être chez nous. Ça doit toujours être chez les gens. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça enrichit les autres parce qu'il y a des taux d'intérêt annuels qui sortent de ça. Ces taux d'intérêt, on ne sait pas où ça va, qui gagne ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas nos propres traders qui mettent ces argents en placement, etc., etc., etc. Et on essaie de nous faire croire qu'il y a une quelconque souveraineté. Et même jusque-là, c'est faux. Parce que l'argent des pays africains reste quand même contrôlé par la France, il reste quand même dans les banques françaises, il reste quand même dans le trésor français. Et au-delà de ça, le franc CFA est ça c'est vraiment un rappel mémoire important, est une propriété de la France, c'est-à-dire les droits d'auteur de ça c'est la France. Et en étant légataire des droits d'auteur, ils en tirent forcément des bénéfices. Ils peuvent permettre l'utilisation ou la réutilisation du concept et de la monnaie en question. Ça veut dire que tant qu'on utilise le franc CFA, c'est parce qu'on paye les droits d'auteur à la France pour utiliser ça. Et c'est imposé. Attendez un instant, je nous retrouve l'article en question. Figurez-vous qu'un brevet est déposé par la France sur le franc CFA. La France est propriétaire légitime du franc CFA et bailleur, monnaie donc qu'elle se contente de louer aux pays africains. C'est violent, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appris dans un article qui date un peu déjà. Je vous mets le contexte. Un Sénégalais s'invite dans un débat sur la réforme annoncée par le président Ouattara et Macron le 21 décembre 2019 à Abidjan. Il s'adresse directement au président ivoirien, également président en exercice du sommet des chefs d'État de l'UMOA à cette époque, et lui rappelle que le franc CFA est bien une monnaie coloniale, en ce sens que cette monnaie est la propriété légale de la France devant la loi internationale. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans la lettre que Jules Colly a envoyée au président ivoirien. Monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, ancien vice-gouverneur et ancien gouverneur de la BCAO, ancien directeur général du FMI pour l'Afrique, ancien conseiller économique de 120 pays à travers le monde qui ont tous sombré dans la faillite. Monsieur le Président, lors de votre intervention sur les médias, vous avez affirmé que le franc CFA est une monnaie africaine depuis 1960. C'est une propriété des Africains. Que le débat sur le franc CFA, c'est un faux débat. Nous sommes une fois de plus dans l'obligation de vous enseigner sur les fondements d'une monnaie et l'histoire du franc CFA. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue. L'article 544 du Code civil français. Permettez-nous de vous informer que le franc CFA ne nous appartient pas. Un brevet est déposé par la France sur le franc CFA. Elle est propriétaire du franc CFA et bailleur. Elle nous la loue. Tout simplement parce que battre monnaie relève purement de la volonté du peuple ou bien de ses représentants. Déjà à ce niveau, vous voyez à quel point c'est brutal. Donc voilà, qu'on ne se laisse pas mentir. Qu'on ne se laisse pas mentir par beaucoup de mots qui ne servent à rien venant de personnes que l'on nous dépose comme ça. Mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale et à la commission bancaire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront plus là alors? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus le contrôle. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement là pour contrôler ça. Comme on dit, juste de l'esthétisme, un peu comme ils disent que oui, réduction visible des armées françaises en Afrique. Là, c'était juste la réduction visible des administrateurs français au sein de nos organisations. En fait, qu'est-ce que je raconte? Ce ne sont même pas nos organisations, c'est vous les leurs. Voilà, tout simplement, c'est du folklore. Littéralement, juste pour nous enfumer. J'ai aimé le collage parce que juste après, il y a quelqu'un qui a déposé une réflexion de Gbagbo au sujet de Ouattara. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Donc, le premier point déjà, c'est ça.
Le fait que beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de personnes qui arrivent en Afrique, qui sortent des écoles françaises, sont en réalité des personnes qui sont complètement formatées. Complètement. La seconde chose, c'est ça. Le fait qu'on a trop souvent une mémoire trop courte. Je parle au niveau de la population. C'est-à-dire que l'on va mener des batailles acharnées, mais on ne va pas savoir pourquoi. Ou on va mener des batailles acharnées, puis on va oublier ces batailles. Ou on va mener des batailles acharnées, et à un moment donné, on va complètement abandonner, tout simplement, oublier ou s'en moquer. Puis, on va mener des batailles acharnées, mais contre les mauvaises personnes ou pour les mauvaises personnes, malheureusement. Le 9 novembre 2004, la tension est à son comble à Abidjan. Les soldats français et leurs blindés sont postés devant l'hôtel Ivoire pour protéger les 200 ressortissants français qui s'y trouvent. Face à eux, des milliers de manifestants refusent de quitter les lieux, persuadés que la France veut renverser le président Laurent Gbagbo, dont la résidence n'est située qu'à quelques centaines de mètres. Vous avez entendu, la France s'est battue contre la population ivoirienne. La population ivoirienne ici avait compris ce qui était en jeu. Et elle s'était battue contre cette armée-là. Voilà en quoi c'est dangereux d'avoir leurs armées chez nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous attaquer à n'importe quel moment ou défendre n'importe quoi. Et après, qu'est-ce qu'on dira? Après des heures de face-à-face, à 16h15, les soldats tirent dans la foule. Les autres 57 Ivoiriens ont perdu la vie et plus de 2000 ont été blessés ce jour-là. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ça? Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont complètement perdu la mémoire par rapport à cet événement. Ils ne se souviennent plus du tout pourquoi est-ce que leurs grands frères ou leurs parents ont perdu la vie. Or, ce n'est pas si loin. C'était il y a à peine quelques années. Beaucoup d'entre nous l'étions déjà nés. Beaucoup d'entre vous qui suivez cette vidéo étaient assez vieux pour comprendre ce qui se passe. Mais il y a une sorte de mémoire collective. On dirait que c'est effacé et ça ne compte plus pour personne. On entendait « couchez-vous » dans ce « couchez-vous » là que j'ai reçu une balle depuis là-haut de l'immeuble de l'hôtel Ivoire. Je suis venu défendre la cause de ma patrie. Et je me retrouve aujourd'hui avec une jambe que chaque nuit, la douleur que je ressens, chaque nuit, les situations que je revis. Nous devons avoir une mémoire. Sans la mémoire, on ne saura pas pourquoi est-ce qu'on se bat, on ne saura pas où on va. Sans la mémoire, on ne saura pas contre qui est-ce qu'on se bat, contre quoi est-ce qu'on se bat. On ne saura pas. Donc la mémoire, ayons la mémoire. Sinon nos pays n'évolueront jamais. Parce que j'ai parfois l'impression que chaque jour, on nous formate et on installe de nouveaux souvenirs. Non, on doit avoir une mémoire pérenne, à très long terme. C'est normal pour certains que ce qui se soit passé il y a 300 ans, là-bas alors vraiment... Si 80 ans c'est un non-événement, vous imaginez bien que 300 ans, ça n'a même jamais existé. Or, ça a des répercussions jusqu'aujourd'hui. Vous voulez voir par exemple l'impact de ces répercussions-là? Vidéo suivante. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère sur les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés. Et encore, quelle avance technique? L'avance technique en question là, c'est la poudre à canon. C'est la poudre à canon. Et c'est tout ce qu'elle avait comme avancée technique, c'est-à-dire une arme pour tuer. En dehors de ça, rien d'autre. Parce que dans tous les autres secteurs, elle était supplantée. Et en Afrique, on ne développait pas des armes parce qu'on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de développer des armes puisque chez nous, je ne sais pas si vous avez joué au jeu Ghost of Tsushima. Dans Ghost of Tsushima, lorsque les Mongols arrivent et que les samouraïs viennent, ils viennent en nombre réduit. Parce que pour eux, la guerre va se passer en nombre réduit. Et d'ailleurs, celui qui commande au niveau des samouraïs dit « Envoyez-nous votre champion, on vous envoie notre champion et ils vont se battre. » Le but, c'était que le champion qui perd fait perdre toute l'armée de l'autre. Honneur, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes les guerriers de Tsushima. Nous sommes des samouraïs. Seigneur Adachi, allez et brisez leur volonté. Envahisseurs, envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter.
Nada, Chinira. Je suis Harunobu Adachi. C'était le même principe en Afrique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que tout le monde meure pour savoir que quelqu'un a gagné une guerre. On a simplement besoin de prendre les 10 plus forts, 15 plus forts, on les fait se battre entre eux. Et à partir de là, parce que l'objectif est de limiter au maximum le nombre de morts, parce que les gens civilisés ont un respect de la vie humaine, les gens civilisés ont un respect du code, ont un respect de la morale, on ne voulait pas faire plus de morts que nécessaire. Donc, même en cas de conflit en Afrique, il n'y avait pas des bains de sang, des effusions de sang comme on a vu en Europe. Qui est civilisé, qui ne l'est pas? L'avance technique en question n'était que la poudre à canon, c'est tout. Parce que les autres n'avaient pas besoin de faire des effusions de sang à des rivières et des rivières d'hémoglobine pour savoir qu'ils avaient gagné une guerre. Elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Vous avez, M. Klarsfeld, dit on leur a apporté la culture. On n'a pas apporté la culture. On a nié la culture locale. Bon. Et dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition dans les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. Bon. On nous dira aussi, on a construit... À Yaoundé, on a l'avenue Kennedy. Des routes, les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. Bon. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Aïe. Nous devons avoir la mémoire sur les événements qui nous sont arrivés. Continuons d'abord. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire 600 km de chemin de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit, vous avez laissé les chemins de fer, vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Ce chemin de fer, c'est notre œuvre. Quand on nous dit en Algérie, la Mitidja, c'est nous qui avons planté des orangers dans la Mitidja. Mais déjà, les Algériens plantaient des orangers. Et puis vous les avez chassés des zones fertiles, vous avez pris leur place. Mais ne dites pas que c'est vous qui avez pu pousser l'oranger dans la Mitidja, ou bien en Palestine, ou à Jaffa. Voilà donc, à mon avis, un travail qui est extrêmement nécessaire de souligner, parce que cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. C'est même beaucoup plus grave, parce que cette agression culturelle perdure sur le temps. Or, l'agression physique ne se transmet pas de génération en génération. L'agression culturelle se transmet de génération en génération. C'est cette agression culturelle qui fait en sorte que je vous parle en français aujourd'hui. C'est cette agression culturelle qui fait en sorte que toute ma vie est régie d'une certaine manière aujourd'hui. C'est cette agression culturelle qui fait en sorte que je vive dans le pays dans lequel je vis, dans les conditions dans lesquelles je vis. Avec toutes les frustrations que cela engendre, avec toutes les humiliations que cela génère. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. » Et pourquoi? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Des personnes complètement déracinées qui se détestent au plus profond de leur être. Et qui, dans cette logique, comme je disais, ont complètement perdu la mémoire par rapport à ce qui leur est arrivé et comment même faire pour pouvoir y avoir accès à nouveau. D'ailleurs, ils ne veulent même pas chercher cela. C'est jusqu'où va la violence que nous avons subie. Et c'est pour ça que c'est important de se souvenir de tout ça. Parce que c'est au moins quand on réussit à se souvenir de ce que l'on nous a fait subir, de ce que l'on a subi, qu'à un moment, tu peux dire, ok, pour pouvoir trouver la solution à ça, peut-être que je vais commencer par chercher dans tel ou tel autre endroit. C'est important. Donc, une des raisons pour lesquelles les pays africains sont dans cet état morbide, cadavérique, c'est parce que nous n'avons pas la mémoire. C'est parce que nous avons été niés, cachés, nous avons été effacés, détruits.
Et comme on a été détruit, et comme on a été effacé, et comme on a été nié, nous sommes dans cet esprit constant-là de vouloir faire ce qui ne nous concerne pas. Et nous avons complètement perdu la mémoire sur les différents combats que nous devons mener parce que nous avons une histoire. On doit se souvenir de ça. Mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. À ce niveau, on va voir une autre astuce qui est de faire en sorte que les pays africains financièrement soient toujours dépendants, profondément dépendants, qu'ils aient leur propre monnaie ou pas. La stratégie est très bien ficelée par toutes les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Et celui-ci nous brosse une situation plutôt réaliste par rapport à ce qui arrive. Je dis bien dans tous nos pays. Mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Ben écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète, qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc, il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot. Et en attendant, ils ont déjà été endettés. Je vais ramener ça à un autre niveau. Vous êtes avec un ami, votre ami en question vend une souris. Aussi simple que ça. La souris, elle coûte 1000 francs. Vous dites à la personne, j'ai besoin d'une souris. Et votre ami dit, oui, pas de souci. Je peux te prêter 1000 francs pour que tu m'achètes la souris. C'est pas que je te donne la souris et quand tu vas me rendre 1000 francs. Non. C'est que je te prête 1000 francs pour que tu me rachètes la souris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ok, pas de souci. Je prends l'argent que je lui redonne immédiatement et il me donne la souris et il me dit, oh, belle affaire, tu me dois 1000 francs. C'est la même chose dans l'image mentale que vous devez avoir. Puisque on n'a pas les entreprises en question, certes, ils nous prêtent de l'argent, ok, mais cet argent retourne chez eux pour pouvoir payer leurs services. Et d'ailleurs, c'est obligatoire. Si on doit prendre le cas des pays francophones avec la France, c'est obligatoire. Ils ont la priorité sur tous les contrats que nous avons. C'est quand eux, ils refusent le contrat qu'on peut aller chercher ailleurs. Vous voyez jusqu'où va ce vice? Et ça, ce n'est qu'une seule de leurs nombreuses méthodes qu'ils utilisent. C'est très vicieux. C'est très violent. Et ça nous endette à l'infini. Parce qu'entre ça, le franc CFA et tout un tas d'autres tactiques, c'est normal qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, même pour ceux qui sont motivés
Bien que, oui, on le sait, la plupart ne sont pas du tout motivés. Vu qu'on a vu avec l'AES, ceux qui sont motivés font des trucs. Ils font des trucs avec les difficultés, mais ils font des trucs. Et vous allez vous rendre compte que la conjoncture continue. D'ici les 10-20 prochaines années, l'AES sera un carrefour international africain. Avec une indépendance réelle à tous les niveaux. Et ce sera très beau de voir ça. Donc, voici une raison supplémentaire qui fait en sorte que l'Afrique ne s'en sorte pas. C'est que tous nos économies sont matrixées, pressées. Et puis, c'est le même argent qu'ils ont volé chez nous qui vient dire qu'ils nous reprêtent encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on ne ressort jamais de l'engrenage des prêts. On passe maintenant à un autre facteur. J'ai appelé ça les infiltrés. C'est-à-dire, c'est tout un système parallèle de corruption extrêmement bien ficelé et accompagné. Écoutons. En Afrique francophone, il y a une mangeoire autour du pouvoir politique. Cette mangeoire est composée de qui? Elle est composée des Libanais. Les Libanais, qu'est-ce que c'est en Afrique? Ce sont des gens qui, pendant la première guerre qu'il y a eu au Liban dans les années 1900, qui fuyaient pour aller aux États-Unis pour échapper à la guerre. Et c'est la France qui a décidé de faire partie des Libanais dans les pays africains francophones. Le Libanais est là pour être entre la population locale et la communauté française. Donc le Libanais sert de tampon. Quand un pays ne sort pas de la misère, c'est le Libanais qui est à la base. La corruption, c'est lui. Là où il doit payer des impôts, non, il préfère corrompre pour ne pas payer l'impôt, pour ne pas payer les taxes. Il corrompt le douanier, il corrompt le fonctionnaire, il corrompt le parent d'élève, il corrompt tout le monde. Et ce sont ces Libanais-là qui ont érigé une classe politique de corrompus. Parce que les fonctionnaires ayant été habitués à la corruption, eux aussi deviennent des corrompus. Les nouveaux entrepreneurs, eux aussi deviennent des corrompus. Et des corrupteurs, forcément. Dans la logique des Libanais. Tout pouvoir qui arrive, ils vont voir le pouvoir. Ils proposent de l'argent. Je l'ai vu à Bangui. Quand le général Boudiza a pris le pouvoir, 8 jours après, on a vu arriver le premier Libanais avec 500 millions. C'est sa contribution qui donne le pouvoir. Il a apporté sa contribution. Après lui, un autre Libanais est venu avec 200 millions. C'est sa contribution. C'est ce qu'on appelle la mangeoire. Ce sont des gens qui vivent sous les deniers publics. Ils vivent sous la misère du peuple. Donc, pour chaque pouvoir qui arrive, ils envoient leur quote-part. Alors, quand vous prenez le pouvoir, et que cette mangeoire-là, vous ne la mettez pas hors d'état de nuit, elle vous rejoint et elle vous prend la gorge. C'est ce qui est arrivé à Gbagbo. C'est cette mangeoire que le général Gueye voulait casser. Et ils ont tout fait pour lui retourner cette mangeoire à la face. Donc, la situation de la corruption en Côte d'Ivoire, il faut la combattre. Les gens qui volent l'État ivoirien, ces gens-là, on les connaît. Plus nos cadres volent, plus ils sont plébiscités. Et encore, quand ils volent, s'ils créaient encore des emplois pour que les Ivoiriens travaillent, ça pourrait se comprendre à la limite. Je t'assure, les gars volent pour rien. Tu vois comment des gars, on va te dire, oui, il a 1 milliard dans son truc, il a 2 milliards, il a 6 milliards. C'est vrai que c'est facile de prononcer comme ça, 1 milliard, 2 milliards, 6 milliards. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si je peux compter jusqu'à 1 milliard. Théoriquement, je pourrais compter jusqu'à 1 milliard. Ça va prendre énormément de temps, oui. Mais je ne sais pas si je vais finir mentalement sain. Et là, on parle de 3, 4, 5, 6. Et ils prennent pour garder. Ils ne créent pas des emplois. Ils ne font rien. C'est là. Ça attend. Ça ne sert à rien. On vole pour voler. J'ai récemment appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'au Cameroun, par exemple, on ne peut pas avoir 5 millions de francs CFA en liquidité chez soi. Mais ça m'a rendu très curieux. J'ai dit, mais 5 millions, ah bon? La personne me dit oui. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié l'info. Par la suite, je me suis dit, mais un instant. Régulièrement, on entend parler des gens à qui on a volé 100 millions, 300 millions, où ils avaient 1 milliard chez eux, etc., etc. Oh, la femme de ménage a volé 80 millions chez tel, ou on ne sait même pas combien elle a volé. Né? Mais attends une seconde. C'est bien plus de 5 millions. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas interpellées? Là, ça passe. Comme il disait, on dirait que plus tu voles, plus tu es protégé. C'est bizarre. Et il précise, si encore ils volaient comme ça, ou ils acceptaient les trucs comme ça pour pouvoir créer des emplois, bâtir des choses, oui, c'est pas éthique, mais voilà, c'est moral. C'est peut-être pas éthique, mais c'est moral. Et le plus important, c'est la morale. D'accord. Mais à leur niveau, c'est trop. Ils volent pour ne rien en faire. Juste pour le plaisir d'avoir des maisons remplies d'argent, à l'image de Walter White dans Breaking Bad.
Juste pour le plaisir d'avoir comme ça plein d'argent accumulé dans des maisons, dans des hangars, etc., etc. Et ne rien en faire. Parce qu'ils n'auront jamais assez de vie pour pouvoir dépenser tout ça. Mais quand ils volent, l'argent, ils le mettent à l'extérieur dans les banques européennes. Et quand ils ne sont plus au pouvoir, les banques bloquent l'argent. Donc nous perdons doublement. Conclusion intéressante sur la pauvreté économique. Le fait que nos pays sont extrêmement corrompus. Puisque je viens d'énoncer un certain nombre de trucs, là, il faudrait maintenant qu'on puisse agir. Sauf que pour passer à l'action, le problème qui apparaît immédiatement, c'est la corruption. Tout est opaque, caché, difficile d'accès. Pour avoir tout, tu dois corrompre. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, tu dois corrompre. Et c'est comme ça, systématiquement. Après, ça crée tout un tas de problèmes. Après, ça crée un engrenage comme ça, impossible à arrêter. Et il faudrait qu'on comprenne que tous ces abus que l'on subit, toutes ces frustrations, ces humiliations et cette violence, c'est la bonne expression, toute cette violence que nous subissons laisse des traces dans notre ADN. Ça modifie notre ADN. Et ça se transmet de génération en génération. C'est pour ça que l'on doit faire un travail plus que titanesque pour pouvoir nous guérir de tout ça. Même pas forcément nous guérir immédiatement, juste travailler à l'amélioration de notre trace génétique pour que la génération d'après en souffre beaucoup moins. Cette peur viscérale que nous avons, cette inquiétude chronique que l'on a, cette appétence à un tas de trucs, on peut le combattre à minima pour que la prochaine génération ait ça en de très faibles quantités et qu'elle aussi transmette ça en de très faibles quantités jusqu'à faire disparaître la chose et démarrer maintenant des sociétés correctes. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est combattre, préparer juste le terrain pour les générations d'après. Le combat que l'on mène est long. Bref, écoutons le reportage. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Vous imaginez ça, maintenant multiplié avec tout ce que les Africains ont vécu durant ces 500 dernières années. Imaginez toute l'ampleur de la violence et de la modification génétique que nous avons subie. Vous voyez jusqu'où va le combat et dites-vous qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 500 ans, c'est rien. Parce qu'on a aussi des milliers d'années de prospérité. C'est pour ça que c'est important de connaître qui nous sommes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la balade avec moi. J'attends vos avis, vos analyses et vos réflexions en commentaire et on se retrouve une prochaine fois. Oh, abayi, oyanda mabaya.